Hey, bonjour Marie-Josée Arnois. Bonjour Stéphanie, ça va bien toi? Oui, ça va bien. Donc, on est ensemble pour réaliser un rendez-vous pédagogique éclair. Donc, j'ai la chance de vous présenter Marie-Josée Arnois, qui est conseillère pédagogique au Récit national en adaptation scolaire et qui est également présidente de l'Association des conseillers et des conseillères pédagogiques du Québec. Yeah! Oui. Je suis Ça vraiment... fait beaucoup de chapeaux. Bien, ça démontre bien ton expertise, Ah ton ben merci. expérience dans le réseau. Mère Josée, c'est super important pour moi de te recevoir parce qu'on est dans un contexte qui est vraiment exceptionnel aujourd'hui avec la fermeture et ouverture des écoles. Et c'est hyper important de penser à tout le monde, donc de penser inclusion. À quoi, qu'est-ce qui t'importe en ce moment? À quoi tu penses dans le contexte actuel? Je pense à beaucoup de choses. Je pense surtout à beaucoup d'élèves. Je te dirais que c'est sûr que on a tous nos élèves avec des difficultés qu'on souhaite qu'ils soient bien, surtout qu'ils vivent du bien-être dans leur confinement. Tous les élèves. Puis, ce qui me préoccupe le plus, je dirais, ce sont les plus vulnérables de ces élèves-là. Donc, nos élèves qui sont des élèves H, qu'on va appeler dans notre jargon. Donc, des handicapés comme des autistes de palier 2, 3, où est-ce que c'est difficile là, d'entrer en contact avec eux, avec des élèves en déficience moyenne profonde. Donc, pour eux, ça a été vraiment un arrêt scolaire. Je te dirais, c'est plus qu'un scolaire, c'était un arrêt social aussi en même temps. Et c'est sûr qu'il n'y avait pas à la maison, les parents font ce qu'ils peuvent, c'est sûr, mais l'école apporte quelque chose là, dans leur développement. Puis là, on a comme eu une coupure au niveau de leur développement. Alors, je me préoccupe, tu sais, cette clientèle-là, quand il faut un pas, là, c'est tout petit le pas, mais on a tellement travaillé pour qu'il fasse ce pas-là. Puis là, j'aimerais pas, je serais pas heureuse de savoir que l'arrêt scolaire a fait en sorte que là, on a reculé. Parce que c'est tellement d'énergie quand on les fait avancer. Alors, ma préoccupation est beaucoup là. C'est sûr que c'est tous mes élèves vulnérables, comme je disais, bien, la vulnérabilité, ça peut être variable, là, c'est bien sûr, là. C'est sûr qu'on était beaucoup dans la variabilité au niveau des résultats scolaires quand on était en présence. Mais là, notre vulnérabilité est un peu différente. C'est est-ce qu'on a accès à des outils? Est-ce que je suis disponible en termes d'anxiété? Est-ce que les parents sont aussi là pour pouvoir soutenir les élèves? Donc, il y a différents facteurs. Est-ce que j'ai mangé? Ça peut être ça aussi. Donc, ça, c'est Oui, tous les des facteurs. besoins de base, c'est en fonction Oui. du contexte de chacun. Je m'excuse, Marie-Josée. C'est quoi ma date de fête? Alfred, ce ne sera pas possible, mon amour, maintenant. Maman est en tournage en ce moment. Bon, Bloopers, bloopers. C'est qu'est-ce que bon. ça veut dire, maman, pas te déranger? Juste reste en haut, chérie. Reste C'est en ça. haut. Fait que ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a des parents, des fois, qui ne sont pas toujours disponibles. C'est le bon exemple. Ah! Mais c'est ça qui arrive, c'est que le contexte a vraiment beaucoup changé pour certains élèves que tu as nommés particulièrement. Mais c'est un grand, grand changement qui a aussi, comme tu l'as dit, un grand impact par rapport à la progression parce que leur apprentissage prend différentes formes, dépendamment de leurs besoins particuliers. Oui, ben c'est ça. Ben, c'est surtout les grands handicapés, comme je te disais tout à l'heure, mais on a des élèves aussi qui sont en classe régulière que cet arrêt-là peut avoir déstabilisé, je dirais, parce que la routine n'est pas là, les repères sont plus là. Et là, ils ont construit des nouveaux repères en étant en arrêt scolaire. Et là, ces repères-là, on commence tout juste à être habitué avec ces repères-là, puis là, on retourne à l'école. Ils vont s'adapter, là, les enfants, mais il faut être patient avec eux parce que ça fait beaucoup de changements en peu de temps, puis ils ne comprennent pas pourquoi c'est tout ça. Tu sais, quand même qu'on leur explique, ça reste des enfants quand même, là, tu sais. Fait qu'il faut être patient avec le retour, puis là, tu vois, l'été va arriver, Ouais. puis là, on va reprendre, puis ça ne sera pas comme on a connu avant, probablement, en tout cas. Donc, faut vraiment user de patience, là, parce que, puis particulièrement pour nos élèves qui ont des difficultés d'adaptation, là, je pense à peut-être des élèves avec des troubles de comportement ou troubles de l'attachement. Je pense à eux autres aux enfants. Ben oui, Donc, définitivement. c'est ça. Fait que faut
faut aller chercher l'humain, faut être vraiment dans la relation, puis d'être à l'écoute aussi des besoins. C'est sûr que là, on a été beaucoup dans l'organisation, tu sais, dans la logistique de comment on organisait physiquement, puis c'est correct, il faut le faire. Mais là, je pense qu'il faut penser aussi à l'être humain là-dedans. Et autant pour les élèves que pour les enseignants, puis tout intervenant, il faut prendre soin de nous au travers de ça, puis il faut Oui. être bienveillant. Tout le monde fait de son mieux, là. Ben, moi, je pense qu'il faut prendre ça en considération. Tu as tellement bien fait de le dire. Tu sais, il y a eu beaucoup d'éléments à considérer, à se réorganiser. Après, on valide. Est-ce que ça répond vraiment? Est-ce que l'enfant est au cœur des décisions? Est-ce que le fonctionnement prend vraiment en contexte ben, c'est tous les enfants, hein? Dans leur perspective, dans leurs besoins, puis en fonction de leurs caractéristiques, comme tu l'as nommé tantôt. Mais après, est-ce qu'on a pris soin de nous aussi? Parce que ça demande beaucoup d'énergie de faire cette planification-là, d'envisager ce retour-là. Et est-ce qu'en tant qu'adulte autour d'eux, parce que notre stress a un impact sur eux, c'est sûr. C'est comment on se sent, comment on... Les enfants, c'est des éponges, hein? Ouais, c'est ça. Exact. Fait que ça a un impact sur notre relation, ça a un impact sur eux. Puis, tu parles aussi beaucoup de critères de vulnérabilité, que la vulnérabilité maintenant des élèves a changé. De quelle manière pour toi ça a changé? Ben, c'est ça, ben, je parlais des résultats qui étaient notre critère de vulnérabilité parce que c'était là-dessus, en fait, sur cette donnée-là qu'on s'appuyait. C'était une donnée quantitative qui nous disait, qui nous donnait une information pour dire, ben, les élèves sont vulnérables par rapport à la réussite scolaire. Ouais. Mais là, je pense que la réussite scolaire, comme les résultats, là, on a mis ça de côté, tout ça, mais il faudrait peut-être penser aussi à la réussite éducative. Donc, celle-là, elle n'est pas quantitative, elle est plutôt qualitative. Donc, nos critères de vulnérabilité, ben, ça va être, par exemple, un enfant, par exemple, que le parent n'est pas disponible du tout pour faire le suivi scolaire. Et là, ben, s'il n'y a pas d'accompagnement, il y en a qui sont moins autonomes, là, puis qui ont besoin, je pense, aux petites premières années peut-être, puis même des grands, des fois, juste de savoir qu'il y a un adulte qui est là pour l'écouter. D'où l'importance de se connecter, d'être en lien avec un enseignant à distance, au moins sur une base régulière, de savoir qu'il y a quelqu'un qui nous écoute, tu sais. Fait que oui, c'en est une chose de savoir. Je parlais de l'équipement, ben ça, ça veut dire c'est matériel, mais ça crée quand même un écart entre les élèves. Tu sais, mettons qu'on a un ordinateur par famille, puis le parent le prend toute la journée pour travailler, ben l'élève, il ne peut pas travailler sur ses affaires pendant ce temps-là. Prenons un autre exemple, un adolescent qui est utilisé pour s'occuper des enfants pour que les parents puissent travailler. Bien, on a une vulnérabilité au niveau de la réussite, bien, pas éducative, mais plutôt scolaire, parce qu'on peut pas, l'élève ne sera pas disponible pour apprendre à ce moment-là. Donc, il faut vraiment être indulgent encore une fois, puis dire, bien, chacun fait de son mieux là-dedans. Puis là, on en entend parler pas mal dans les médias. Là, on soupçonne peut-être du décrochage scolaire au secondaire, là, en tout cas d'ici la fin de l'année. Mais là, les enfants sont allés travailler aussi. Donc, ils ont moins de temps pour l'école. Exactement. Parce que là, leur temps n'était pas occupé. Ils ont trouvé quelque chose pour s'occuper. Ça a changé, ça a changé le quotidien de tout le monde, que ce soit les parents, les enseignants, les jeunes, les ados. Puis effectivement, des fois, juste pour un ado, de savoir qu'il y a un parent qui est dans la pièce ou qui peut aider, ça peut être vraiment rassurant. Pour d'autres qui ont vraiment besoin d'avoir une disponibilité d'un parent pour faire la continuité pédagogique à la maison, complètement présent. Puis c'est pas toujours possible. C'est pas toujours possible. De quelle manière maintenant les enseignants doivent prendre cette réalité-là qui s'est transformée en compte pour faire vraiment de leur mieux? Parce qu'on peut pas l'ignorer en ce moment-là. Non, ben écoute, j'ai pas de solution, mais j'ai des hypothèses de travail peut-être parce que, tu sais, on est en train de le construire, hein. On est vraiment, on construit au jour le jour là-dedans. On peut pas dire, ben voici ce que la recherche, qu'est-ce qu'elle nous dit, tout ça, mais on n'en a pas de données de recherche. Donc, il faut y aller avec nos intuitions. Il faut y aller aussi avec, ben, ce qu'on pense qui est le mieux, là, toujours, c'est toujours ça. Mais c'est sûr qu'il y a une approche pour moi qui, je pense, qui peut vraiment nous aider, qui peut nous aider à planifier puis à mieux accompagner.
Moi, je pense à la conception universelle d'apprentissage. Mhm. La conception universelle d'apprentissage à distance même, puis ça peut être à distance ou en présence ou hybride. Ce que ça amène, tu sais, quand on passe à cette approche-là, je ne sais pas trop comment on le place, si c'est une théorie ou une approche encore, mais en tout cas, on ne s'assinera pas là-dessus. En fait, cette approche-là, je vais le nommer de même, c'est que ça nous permet de réfléchir à l'avance. Donc, on ne peut pas présumer, tu sais, on connaît nos élèves, on sait qu'ils ont des difficultés, mais maintenant qu'on a parlé des critères de vulnérabilité, on ne peut pas présumer que les élèves sont dans le même contexte de réussite parce qu'on ne connaît pas le contexte de réalisation dans lequel les élèves ont fait les travaux, par exemple, ou ont fait les études. Donc, le fait qu'on le réfléchisse en conception universelle d'apprentissage, bien, ça nous permet de pallier à toutes les difficultés qui pourraient se présenter devant nous. Ça, c'est la base de cette approche-là. Donc là, maintenant qu'on est à distance, si on s'assure que nos documents sont accessibles, qui sont accessibles pour la synthèse vocale, sont accessibles pour des non-voyants, sont accessibles pour des élèves sourds, qui sont accessibles, bien, on peut varier, on peut donner de la vidéo, on peut modeler, on peut utiliser un tableau blanc, il y a plusieurs outils qui rendent l'information accessible. Donc, il faut donner accès au concept aux enfants. Et c'est sûr que là, on n'a pas, par exemple, notre matériel de manipulation en mathématiques. Ils ne l'ont pas à la maison. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, il existe des applications. Je dis bonjour à mes collègues du Récit MST. Donc, il existe des applications qu'on peut travailler à distance avec les enfants, puis ils peuvent faire de la manipulation. C'est sûr que ce n'est pas de la 3D, mais c'est mieux que rien du tout. Donc, il y a plusieurs outils comme ça qu'on peut utiliser, puis de le penser à l'avance pour s'assurer qu'on n'oublie personne là-dedans. Bon, je me répète, mais c'est vraiment le cœur de ça, de la conception universelle d'apprentissage. C'est le cœur de tes préoccupations Ah aujourd'hui, ben tu sais. vraiment, vraiment, c'est d'oublier personne. Il faut laisser personne derrière. Moi, je fais de la course à pied, puis des fois, je fais ça en groupe de filles, puis on laisse jamais personne derrière dans le groupe de course. Donc, faut toujours, c'est comme ça que je le réfléchis aussi. Donc, il ne faut pas laisser quelqu'un derrière dans le peloton d'en arrière. Il faut aller le chercher. Exactement. Puis avec les enfants, c'est tellement important, puis de les prendre dans leur réalité, comme tu l'as nommé, avec leurs caractéristiques, leurs difficultés, leurs besoins spéciaux. Puis comme tu l'as nommé, de penser sa planification en diversifiant ses moyens, mais aussi en s'assurant d'offrir les outils. Tu l'as dit, là, c'est une partie importante de l'équité, là, qui est aussi une grande préoccupation pour toi, Ouais. que les outils soient accessibles pour ces jeunes-là. Puis après, bien, prendre en considération leur vulnérabilité qui s'est transformée. Tu sais, pour certains élèves, avec le contexte de l'école, de la maison, dans un contexte normal, je ne sais pas Ouais. si on peut dire ça comme ça, mais dans un contexte normal, ça se passe bien. Mais avec la transformation de ce quotidien-là pour ces enfants, ils deviennent dans un état de vulnérabilité qu'on n'aurait pas pu prévoir avant. Ben, Fait qu'il puis je faut... reste, puis tu sais, Stéphanie, je reste un peu prudente avec ça parce que les critères de vulnérabilité que je te nomme, ils étaient peut-être là avant. Mais là, avec la situation, ça les a fait ressortir. Puis là, on s'est dit, ah, peut-être qu'il n'y a plus seulement que le résultat qui est important. Donc, tu sais, peut-être qu'ils étaient là, puis on savait que ça existait, mais on ne pouvait pas connaître peut-être l'ampleur de ça. Fait que les critères de vulnérabilité, ils ont comme remonté à la surface, là, avec la situation qu'on a vécue. Là. En tout cas, moi, c'est la lecture que j'en fais. Là. C'est la lecture que tu en fais. Mais Ouais. tu as raison de le préciser, puis c'est de rester... Ce que j'entends beaucoup de toi, là, c'est de rester très attentif et attentive aux besoins des élèves, qui reste la préoccupation principale dans l'éducation, puis de transformer aussi sa vision de la réussite. Ah oui, bien, Au lieu l'école qu'elle est en soit train scolaire, elle est éducative, la de ça. réussite. Oui. J'aime ce que tu as apporté comme nuance, tu sais, comme on le voyait comme ça. Mais maintenant, il y a des moyens d'aller plus loin quand on souhaite justement offrir son éducation dans le contexte actuel de manière inclusive. Il y a des webinaires auxquels tu as Ah ouais. participé. Où est-ce qu'on peut les trouver, là? Écoute, ça, c'était toute une expérience. Mes premiers webinaires à vie que j'ai donnés, mon premier webinaire, écoute, j'ai topé, excusez l'anglicisme, là, mais j'ai topé à 479 connexions. Alors, oui, c'est ça. Donc, maintenant, tout le monde connaît ma face presque, mais moi, je connais personne, tu sais. Oui, ben en fait, oui, il y a eu deux webinaires. En fait, le premier webinaire qui était plus ce que j'ai appelé les fondamentaux
de l'accompagnement à distance des élèves en difficulté, ayant des besoins particuliers, mais on ne touchait pas les élèves H, là, on touchait plus des élèves en difficulté. Puis le deuxième webinaire qui parlait plus des outils. Alors, ces 2 webinaires-là, vous pouvez les trouver sur le site du Récit TAS, Récit Adaptation scolaire, dans la partie offre de formation. C'est enregistré, pas de montage. Vous avez ça Live! comme ça s'est passé. Comme si vous y étiez. Comme si vous y étiez. Je voudrais dire un merci spécial à Julie Carignan qui m'a soutenue là, tout le long des webinaires là, parce que si elle n'avait pas été là, j'aurais pas été capable de faire ça toute seule. Merci! Good job, Julie! Le travail d'équipe, c'est important, surtout quand on est à distance. Aussi, un petit truc que je donnais, là, c'est bien quand on est 2. De faire équipe ensemble, beaucoup, Oui, hein, de prendre vraiment. soin de soi, de faire équipe ensemble, d'être attentif aux besoins, puis de se mettre des hypothèses de travail de base pour continuer d'avancer. D'essayer. D'essayer. C'est le meilleur contexte pour essayer. Exactement. Les premiers webinaires de tout le monde, les premières conférences à distance de tout le monde. J'ai envie aussi de vous présenter le magazine de l'École branchée vers une éducation inclusive qui a été réalisé en partenariat ou en collaboration en fait avec l'Institut des troubles d'apprentissage. Il est disponible gratuitement sur le site web de l'École branchée. Donc, allez-y. Il va y avoir effectivement beaucoup d'articles sur la conception universelle des apprentissages, puis après ça, d'outils complémentaires pour vous aider puis vous éveiller à faire en sorte que la réussite éducative de tous les jeunes, bien, que ce soit possible, même actuellement. Merci Marie-Josée. Qu'est-ce que tu souhaiterais à tous les enseignants aujourd'hui qui sont dans le contexte actuel puis qui se préoccupent de la réussite de tous leurs jeunes, même ceux qui ont des difficultés ou des besoins particuliers? Bien, ce que j'aurais le goût de leur dire, écoutez donc la petite fibre qu'il y a ici, là. T'sais, écoutez ça, vous pensez que c'est ça qui est bon pour l'élève, vous avez de l'expérience, vous avez un bac, vous êtes formé là-dedans. Fiez-vous à votre instinct. Puis si on fait des erreurs, bien, on va apprendre de ça. Puis il n'y a personne de parfait. De toute façon, dans le contexte actuel, on n'a jamais vécu ça. Donc, c'est correct de faire des essais, puis on a le droit de se tromper. Moi, je veux juste que les enseignants se disent qu'ils ont le droit de se tromper. OK? Ça, c'est vraiment mon message. Puis soyez bienveillants envers vous aussi. Si vous êtes bienveillant envers vous, vous allez voir les portes vont s'ouvrir, puis vous allez être capable de réussir tout ce que vous allez entreprendre. Exactement. Fiez-vous à votre cœur. Fiez-vous à votre cœur, puis allez chercher de l'aide. Aujourd'hui, on en parle tellement. Briser l'isolement, puis participer aux échanges qu'il y a sur Twitter, aux webinaires qui sont offerts, par exemple, par le Récit en adaptation scolaire. Fait que réseautez-vous plus que jamais, puis comme Marie-Josée dit, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Hey, merci beaucoup, Marie-Josée! Merci beaucoup! Hey, Bonne c'était vraiment bien. Merci. C'est chouette, hein? Merci! Merci à toi!